Rebonjour. Guy Bossard, viticulteur pépiniériste depuis 1965, ce qui fait qu'avec 50 ans de recul, j'ai vu passer pas mal d'expériences. Comme disait l'intervenant précédent, pas toujours très heureuse, mais il faut savoir faire des échecs et en tenir compte. Alors, mon parcours à part ça a été au niveau de la pépinière de très jeune, au sortir de l'école. J'ai fait partie de l'équipe de sélection, on appelait ça comme ça, qui consistait à l'époque, avant les vendanges, on avait un petit peu de temps à passer dans les vignes mères de Portegreffe pour faire de la sélection massale négative, c'est-à-dire d'isoler, de baguer tous les cèpes, enfin tous ceux qu'on voyait, parce qu'arrivé le soir, des fois on ne savait pas ce qui se passait, tous les cèpes qui avaient des symptômes apparents de virose qu'on connaissait. Mais ça restait quand même assez empirique. Alors, comme je ne suis pas un pro des conférences et je n'ai pas de support photographique, on s'est concerté avec François et on a dit qu'on pouvait faire binôme pour éviter de vous bassiner et puis de faire des bis et des répétitas qui ne sont jamais agréables quand on est dans l'assistance. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de parler avec ce micro-là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sinon, je prends l'autre. Donc, moi, je suis François Dalle. Je travaille pour la SICAVAC. La SICAVAC, c'est l'organisme technique du Centre-Loire. Alors, le Centre-Loire, c'est à l'autre bout de la Loire, là-bas, tout au fond. Petite région qui regroupe 7 vignobles, 7 appellations. Pouilly-Fumé, Sancerre, Quincy, Reuilly, Menetou-Salon, Coteaux-du-Génois, Châteaumeillan. Je ne sais pas si vous les connaissez toutes. Ça représente 5000 hectares à peine, donc une petite appellation. Et la SICAVAC, en fait, c'est une entreprise privée qui appartient à ces vignobles, qui a été créée, qui appartient à ces vignobles. On a beaucoup travaillé sur les sujets des maladies du bois, sur la taille. Et dans toute cette réflexion, on a également mis en évidence l'importance d'avoir des greffes de qualité. Donc, comme a dit Guy, on a choisi de manière tout à fait non démocratique de parler ensemble pour avoir un discours assez complémentaire. La première partie de ce discours, je pense, une des constatations qu'on a faites, je vous dirai peut-être 2 mots dessus, mais sur un projet qu'on est en train de mettre en place dans notre région, de, entre guillemets, labelliser des plants de vigne pour garantir leur qualité. On s'est rendu compte que les plants étaient parfois très bien faits, parfois un peu moins bien faits. Et surtout, une des premières constatations qu'on a faites, c'est que souvent, vous ne savez plus comment on fait un pied de vigne, comment on fabrique une greffe. L'objectif dans cette première partie, justement, c'est de vous remontrer rapidement, bien sûr, étape par étape, comment on fabrique une greffe. Et c'est là où Guy va nous faire profiter largement de son expérience. Ensuite, on verra 2-3 autres petits points sur comment bien réussir sa plantation et notamment comment rapidement préparer correctement son terrain et surtout comment tailler les premières années. Alors, on attaque avec la qualité des greffes. La première étape, quand vous produisez une greffe, c'est de récupérer des bois. Alors, Georg nous en a parlé un peu, Pierre nous en a parlé un peu. Vous pourrez récolter des bois sur des parcelles très très différentes, hein, parfois sur des parcelles un peu choquantes. Vous pouvez faire des sélections massales ou des sélections clonales. Je pense que là, Guy va nous dire beaucoup de choses très intéressantes. Je te laisse parler. Oui, avant de ce que je vous disais tout à l'heure, avant de passer couper les greffes, les viroses les plus visualisables sont le cournouet, la panachure, l'enroulement des feuilles et les fasciations, c'est-à-dire les bois plats. Autrement, il y a un autre système qui est comment dirais-je, encouragé par François Grimaire, c'est de faire des diagnostics en labo, ce qu'on appelle entre autres les tests ELISA. C'est pas mal non plus. Ça permet en plus d'éliminer ce qu'on pourrait appeler les porteurs sains,
c'est-à-dire des cèpes qui sont déjà contaminés, mais qui n'ont pas manifesté, qui n'ont pas extériorisé la maladie, les virus. Alors après la sélection, que vous la fassiez massale ou clonale, moi j'en parlerai pas parce que c'est pas ma tasse de thé, mais même en sélection massale, il faut répéter l'opération, à mon sens, plusieurs années pour trouver des cèpes qui aient enfin, les critères, moi, qui me parlent, sont une production moyenne mais régulière, des grappes aérées, c'est toujours un plus, et aussi une bonne résistance à la coulure dans des cas de floraison difficile, conditions climatiques de floraison assez aléatoires. Alors après, on isole dans chaque parcelle des souches, mais attention, il est bon de ne pas aller trop loin, de ne pas se limiter à un nombre de souches intéressantes, mais un nombre trop faible, parce que n'oublions jamais qu'une sélection massale trop poussée n'est jamais qu'un clonage qui ne dit pas son nom. C'est à intégrer dans le process intellectuel. Alors après, il y a au moment de récolter les baguettes de greffons, il faut s'inspirer du calendrier, évidemment, pour les couper les bons jours, de préférence en sève montante, juste avant le débourrement, parce que quand ils sont en coton ou en laine, comme vous voulez, ils risquent après, en cave, si vous ne greffez pas tout de suite, de choper la pourriture. Et puis aussi, ça c'est une habitude au coup de sécateur, de récupérer que des sarments qui sont très fermes, très bien aoutés, et qui ont, quand on regarde la coupe, qui ont un rapport moelle-bois avec de la moelle le moins possible. Et il va sans dire aussi qu'il faut éviter de ramasser des sarments sur des cèpes qui sont épuisés, stress hydrique, surproduction ou choses comme ça. Autrement, juste un mot sur le clonage, c'est que les deux plus gros reproches que je ferai au clonage, c'est bien sûr un appauvrissement génétique, c'est la multiplication à l'infini d'un seul sujet, et deuxièmement, pour les pouvoirs publics, pour rendre le matériel clonal attractif, le paramètre de choix, le paramètre de validation, d'agrément des clones officiels, le paramètre dominant, c'était l'aptitude à la production, je dirais même l'aptitude à la surproduction. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était des cèpes qui avaient une aptitude à vous cracher des raisins, on n'en voulait plus qu'on en avait encore, et qui, au bout de quelques années, alors qu'ils devaient commencer à être dans la force de l'âge, avec un bon enracinement, ils s'étaient en fait épuisés, et quand ça a été dit ce matin, le microbe n'est rien, c'est le milieu qui fait tout, eh bien, il y avait une autodéfense qui était réduite quasiment à néant, et ceci explique en partie cela. Quoique les maladies du bois, ce n'est pas un paramètre ou deux paramètres, pour moi c'est un ensemble d'effets négatifs et cumulatifs qui nous a mis dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Alors, tu veux parler de quelque chose ? Je dirais même, pour les sélections clonales, on est passé des individus aptes à faire de la surproduction, quand ils s'en sont rendus compte, à des individus aptes à faire de la sous-production. Les derniers clones sont des clones sous-productifs, à mon sens. Alors, en gros, il y a deux façons de faire une pépinière. Enfin, quand vous achetez des plants, vous pouvez acheter deux grands types de plants.
soit des plants certifiés classiques que vous achetez sur le catalogue du pépiniériste, hein, soit des plants que vous faites à partir de vos propres bois, qui sont donc ce qu'on appelle une pépinière privée, qui officiellement sont votre propre pépinière, et le pépiniériste, dans ce cas-là, ne vous vend pas un plan, mais vous vend une prestation de greffage de vos bois. C'est deux choses différentes. Ce dont a parlé Guy, ce sont les pépinières privées. Vous récupérez, vous faites une bonne sélection de vos bois, donc je n'en dirai pas plus, puisque Guy a très bien expliqué. Et quand vous achetez des plants à un pépiniériste sur son catalogue, donc ce sont des plants classiques certifiés, qui proviennent de parcelles référencées par France Agrimaire, autant au niveau du clone que du porte-greffe. Ces parcelles appartiennent soit aux pépiniéristes, soit à des vignerons qui les vendent, soit à des producteurs de bois, notamment pour les porte-greffes. L'objectif de ces gens, pour certains, c'est de faire un maximum de bois, pas forcément de produire des bois sur des plants d'une qualité optimale. Donc c'est important quand même de se pencher un petit peu sur les bois d'origine des pieds que vous plantez dans vos parcelles. Et si c'est une parcelle qui est faite dans le but de faire un maximum de mètres de bois, hein, c'est comme ça qu'on parle dans ce milieu-là, on ne part pas forcément sur des plants avec une bonne base. On a ce fameux problème de maladie du bois. Quand c'est un producteur de bois qu'il a 5 ou 10% de pieds d'esca dans sa parcelle, qui doit éliminer 5 ou 10% du volume de production, ben, si on le met avec, ça fait 5 ou 10% de marge de chiffre d'affaires en plus. Donc c'est assez tentant de ne pas trier et de ne pas éliminer les pieds atteints d'esca. Certains le font très sérieusement, hein. Je ne dis pas que tout le milieu est malhonnête, loin de là, il y a des pépiniéristes qui le font très sérieusement. Souvent, beaucoup de pépiniéristes achètent des bois dans des espèces de grandes centrales organisées par les chambres d'agriculture. Ils ne savent pas vraiment quelle est la provenance de cette parcelle. Ils savent que c'est une parcelle contrôlée, référencée par France Agrimaire, mais France Agrimaire reconnaît qu'ils ne peuvent pas écarter les parcelles sous prétexte d'excès de maladie du bois, parce que sinon il n'y aurait plus de greffons. Je veux bien rajouter. Je pourrais rajouter quelque chose, à savoir que, ayant été des deux côtés de la barrière, je ne veux pas être l'avocat des pépiniéristes qui sont cloués pas mal au pilori par les temps qui courent, mais arguant du fait qu'on est souvent de fois l'artisan de son propre malheur, il arrive que les vignerons, indirectement, ont participé à la baisse de la qualité des greffes et soudés. J'en veux pour preuve le marché des bois des plants de vigne. C'est un marché très concurrentiel et souvent de fois le pépiniériste qui emportait la commande, c'était celui qui proposait ce qui semblait être la même qualité de plan au moindre prix. Et pour diminuer le prix de revient, il y a deux moyens essentiel, c'est-à-dire de réduire les coûts de main-d'œuvre, parce que le poste main-d'œuvre est très important dans la production d'un greffé soudé, et deuxièmement, de réduire le prix des intrants, c'est-à-dire les porte-greffes et les greffons. Les greffons, ça joue un peu moins. Mais les greffons, comme l'a dit François, les porte-greffes, pardon, ils sont vendus au mètre, ou on peut même dire au kilomètre, et le producteur de porte-greffe, il a tout intérêt à assaisonner ses vignes mères de porte-greffe aux engrais pour avoir plus de kilomètres de bois à vendre à l'hectare, d'où des bois de moins bonne qualité, moins résistants, plus moelleux. Et c'est vrai qu'en achetant... Souvent de fois, chez les vignerons, on a tous eu des contraintes économiques qui étaient quand même pas très en notre faveur. Et on fait, en achetant des greffes et soudés, des plants prêts à mettre en place à un prix moindre, on fait une économie à court terme, mais qui peut se retourner rapidement contre nous, avec une longévité et un état sanitaire des plantations qui se dégrade rapidement. Ce que dit Guy là est très, 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 très important. C'est un point sur lequel je voulais insister fortement après. Si vous achetez une greffe à 1,15 € ou 1,20 €, ne vous faites pas d'illusions. Alors, dans le cadre du projet qu'on est en train de mettre en place à la SCAVAC, nous produirons nous-mêmes les bois de greffage pour les produire dans des conditions le plus respectueuses possible. Et nous contrôlerons la qualité des porte-greffes, qui est donc le deuxième point. Sur les porte-greffes,
la majorité des vignes de Porte-Greffe sont produites en tête de saule. On a en général une plantation à 2,50 m sur 2,50 m et on a des boules à ras du sol sur lesquelles il y a 12-15 départs qui partent un peu dans tous les sens et qui traînent à ras du sol, comme on voit ici. Hein. Donc ça, c'est après la chute des feuilles. Et suivant les porte-greffes, on va avoir des pousses de fourchette large entre 5 et 15 mètres de long. Tout est enchevêtré. Le pépiniériste a l'obligation de traiter des traitements insecticides. La production de porte-greffes bio en France est totalement impossible pour cette raison-là. Hein. On a des obligations de traiter avec des insecticides non bio, notamment contre la flavescence dorée, enfin, uniquement contre la flavescence dorée. Lorsqu'on est sur ce type de production de porte-greffes, vous voyez bien qu'on ne peut pas passer désherber en saison, biner ou quoi que ce soit. Donc il y a des gros programmes lourds de désherbage de prélevés avant le débourrement pour être sûr que la parcelle ne soit pas trop sale à la fin. Il y a souvent quelques applications d'antifongiques, antibotrytis également en fin de saison, puisque les bois étant au sol, au mois d'octobre, novembre, si la saison est un peu pluvieuse, les bois risquent de moisir, donc on les traite. Il y a une autre façon de produire ces bois, qui est peu encore utilisée, mais de plus en plus par certains pépiniéristes, ce sont des porte-greffes palissés. Alors souvent, ce n'est pas des palissages comme nous on fait en vigne, ce sont plutôt des palissages sur table, de ce type-là, qui, pour moi, offrent plusieurs avantages. On peut gérer le sol sans herbicides. On peut passer sans rouler sur les bois pour faire les traitements insecticides obligatoires, qui malgré tout restent obligatoires. On peut assez facilement contrôler, et si un pied est douteux, suspect, par rapport à ce qu'expliquait Guy dans la sélection, on peut l'éliminer facilement. Alors que dans le cas contraire, enfin avec les porte-greffes au sol, c'est impossible. C'est le genre de porte-greffe qu'on imposera dans notre cahier des charges. Je ne sais pas si tu... Oui, moi je suis de l'avis de François. On a de très bons résultats en faisant comme en palissant. Au départ, ça avait été dénigré par des producteurs de porte-greffes qui ne voulaient pas le faire, en disant que comme ils étaient arqués à 1,50 m du sol, au débitage, on avait des pertes parce qu'on ne peut pas évidemment proposer ou greffer des porte-greffes en arc de cercle, ça fait quand même des ordres. Mais si chacun... Moi je vois toujours un petit peu la pépinière plus que privée, c'est celle qu'on fait chacun chez soi pour produire ses complants. Et là on peut vraiment avoir un petit coin, c'est le moment de dire, un petit jardin secret pour sa propre consommation, pour ses complantations. Et je crois que Pierre peut le confirmer, mais il y a des gens très sérieux comme Frédéric Lafarge à Volnay, il le fait régulièrement. Il y a des grandes maisons, hein. Je ne vais pas les citer, mais il y a des très grands producteurs en Bourgogne et en Champagne qui, en étant hors la loi, font leur production de porte-greffes sur des parcelles où ils ont sélectionné donc des porte-greffes, des parcelles qui... Ça leur plaisait globalement et ils font un travail de multiplication très très intéressant avec une diversification. Donc si vous voulez, pour faire un résumé de ce qui existe en pépinière, on va profiter qu'il n'y a personne autour de nous pour le dire, il y a la pépinière commerciale industrielle, il y a la pépinière privée avec droit de regard quand même de l'administration pour les traitements préventifs, et il y a ce qu'il faut bien appeler la pépinière clandestine que chacun fait pour soi, et là il n'y a aucun droit de regard de personne et chacun n'engage que sa responsabilité. Quant au résultat, si on fait des mauvais choix, comme on disait tout à l'heure, l'échec il est pour soi, on n'a de reproche à faire à personne. C'est un peu de l'humour à la Pierre Dac, mais... Donc ça c'est également un point très très important qu'a soulevé Georg tout à l'heure, hein. Il parlait de quelques dizaines de porte-greffes encore présents. Si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 30 et 40 clones de porte-greffes qui représentent l'ensemble du marché mondial de porte-greffes. À l'heure actuelle, on a interdiction de faire de la sélection massale de porte-greffes. Donc si on retrouve des vieilles parcelles avec des vieux rejets, avec des rejets de porte-greffes, moi, je n'ai pas le droit de les récupérer pour les mettre en collection. C'est légalement interdit. Par contre, vous, chez vous, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, je vous incite très très fortement
sur vos vieilles parcelles qui datent d'avant les années 60. Vous êtes sûr que ce ne sont pas des sélections clonales, mais bien des sélections massales. S'il y a des rejets de porte-greffe, laissez-les pousser. Pas sur tous les pieds, bien sûr, mais il n'y en aura pas sur tous les pieds. Une fois qu'ils sont outés à cette époxy, alors ça dépend des porte-greffes, mais en gros, à cette époxy, et pour ceux qui peinent à raciner, attendez le moment du débourrement, vous les prélevez, vous les débitez à 30-35 cm. En gros, vous laissez l'œil du bas, un ou deux yeux en haut, et vous les enterrez en laissant les deux yeux sortis pour les raciner, pour les faire repartir, et pour préserver un potentiel génétique. Le jour où on sera un peu plus intelligent, on l'autorisera. Mais si nous, on ne fait pas ça en attendant, le jour où ça sera autorisé, il ne restera plus rien. Oui, parce qu'il faut savoir, on parle d'expérience, on avait essayé à Troyes, dans la Loire, de convaincre le France-Agrimaire de nous laisser quelques latitudes pour monter des productions de porte-greffes bio et nos pépinières bio, en sachant que on faisait signer à l'utilisateur une décharge comme quoi il savait que c'était des plans expérimentaux et qu'en cas d'échec, le ministère de l'Agriculture, via France Agrimaire, ne pouvait en aucun cas être tenu pour responsable. Donc on essayait de le rouvrir. On n'avait pas fait ça dans leur dos. On avait essayé de leur ouvrir un parapluie qui était grand comme une tente romaine. Et à la fin de la première réunion, on croyait avoir convaincu le responsable régional. Alors les trois Pékins en question, c'était Marc Angéli, Nicolas et votre serviteur. Et je me souviens que notre Nicolas National, qui par moment à des candeurs de Pimprenel, avait cru qu'on avait enfoncé des portes ouvertes. Et puis je lui avais dit oui, tout va très bien à l'échelon régional, mais notre interlocuteur nous a bien dit que lui, il était d'accord, mais il fallait qu'il en réfère à l'autorité supérieure. Et comme malheureusement je l'avais prévu, l'autorité supérieure, le ministère à Paris, il a dit niet, c'est pas concevable, même avec toutes les protections et le dégagement de responsabilité qu'on avait pris vis-à-vis du ministère. Enfin, on les blanchissait plus blanc que blanc. Et malgré ça, rien. Il y avait un espèce de veto, sachant que, bon, en coulisses, on pouvait toujours supposer qu'il y avait un lobbying des gens qui avaient intérêt à ce que ça ne se fasse pas, et qu'on dit surtout, laissez pas ça passer. Ça y est, on a des bonnes qualités. On les récolte. Souvent, on fait des fagots. On fait ça l'hiver, à cette époque-ci. Et les pépiniéristes mettent ça en chambre froide pour les stocker. Ou alors, directement, les débitent en tronçons prêts à greffer pour les greffons de clones. Arrivé à cette époque-ci, suivant les pépiniéristes, là c'est encore un peu tôt, la plupart vont commencer dans quelques semaines, jusqu'à mi-avril, ils vont faire les greffages. Avant de greffer, ils vont réhydrater les bois. Il faut greffer des bois vraiment bien réhydratés. Souvent, ils sont réhydratés avec ce que j'ai mis entre guillemets, désinfectants. Le produit qui a été jusqu'à présent très couramment utilisé, c'est un produit qui s'appelle le kryptonol, qui est un fongicide à très large spectre. Alors, certains pépiniéristes n'utilisent pas ce genre de désinfectant. Je ne donne pas d'avis, hein, je constate simplement que ça se fait comme ça. Puis vient l'étape du greffage. Alors, le greffage se fait majoritairement, quasiment exclusivement maintenant en Oméga, avec ce type de machine, avec une pédale en dessous ou alors pneumatique. En Oméga, ça donne ce genre de choses-là. Donc on voit bien la forme de l'Oméga, hein, Georg vous en a montré tout à l'heure. Un des points très très importants à ce stade-là, c'est vraiment d'avoir un diamètre de greffon très proche du diamètre du porte-greffe, voire légèrement inférieur au diamètre du porte-greffe. On peut imaginer que celui-ci, là, la soudure ne se fera jamais, par exemple. Celui-là non plus, là. Celui-là non plus, voilà. Oui, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le poste main-d'œuvre est très important dans le prix de revient d'un plan. Et il faut savoir qu'avec une machine à greffer Oméga automatique, vous faites
25 à 30% de greffe de plus à l'heure, ou à la journée, ça revient au même, qu'avec une machine de greffe à l'anglaise. Ou alors les anciennes, j'en ai amené une, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous la présenter, on est trop nombreux, avec les machines en fente pleine avec épaulement, telles qu'on utilisait dans le Muscadet au milieu du XXe siècle. Alors là, ces machines à épaulement, on faisait 120 greffes à l'heure. À la greffe anglaise, on en fait 300, 350. Et à l'Oméga, on peut aller jusqu'à 450, 500. Mais après, est-ce que les couteaux sont, est-ce que les coupes sont franches, est-ce que les calibres sont bien faits, est-ce que les soudures vont être plutôt internes que boursouflées et extériorisées, est-ce qu'il n'y a pas des nécroses internes, quid de tout ça? On nous pose souvent la question du type de greffe. Quel est le meilleur type de greffage? Si on essaie de trouver des études là-dessus, Georg, je ne sais pas si tu en as trouvé en Italie, en Allemagne, tout ça. En France, moi, les seules études que j'ai trouvées sur l'intérêt, la qualité des différents systèmes de greffe datent des années 1890 à 1920. J'en ai pas trouvé au-delà. Dans ces études-là, on étudiait les principaux types de greffes et systématiquement, la greffe qui semblait être les deux types de greffes les plus intéressants étaient soit la greffe en fente, on fait un greffon en biseau, on fait le porte-greffe en deux, on insère le greffon dans le porte-greffe, soit la greffe anglaise, où on coupe donc en biseau le greffon et le porte-greffe, on fait une encoche dans chacun et on les emboîte l'un dans l'autre. L'avantage de l'anglaise par rapport à la fente, c'est que dans la fente, souvent, il faut attacher, donc on passe un petit peu plus de temps. Ces deux types de greffes qui ressortaient comme étant très très qualitatives, très intéressantes. Alors à l'époque, la greffe Oméga n'existait pas. Elle a été développée dans les années 70, début des années 80. Et son gros intérêt, comme disait Guy, c'est vraiment une meilleure productivité. Et j'aurais même été accentuer plus les chiffres par rapport à ce qu'a dit Guy, puisqu'en moyenne, un très bon greffeur greffait, on va dire, 1 millier de greffes en anglaise par jour. Non, plus que ça. On montait jusqu'à 2000, peut-être pour les très bons. Si tu en fais 300 balleurs, 3 x 8, 24. Mais... Voilà, bon, 2500. Un très bon greffeur en Oméga, certains, d'après ce que me disent certains pépiniéristes, montent à plus de 8000. Donc on est à un facteur 2, 3 facilement. Oui, mais là, c'est des conditions de travail dignes du Bangladesh. Alors je me suis amusé à essayer de refaire un peu le même type d'études et d'éplucher, de dépecer, comme a fait Georg, différents types de greffes pour essayer de voir quelle était la meilleure qualité de greffe. J'ai pris tous ces types de greffes-là. Il y a un quatrième type de greffe que je vous ai montré à droite, là, qui est la greffe mortaise, qui est une greffe qui a été inventée il y a très peu de temps, il y a quelques années, par le plus gros pépiniériste européen qui s'appelle VCR, qui est un pépiniériste italien. Et globalement, dans la greffe Oméga, on trouve très souvent des nécroses dans cette zone-là, tout simplement parce qu'on a des fibres de bois ici qui sont coupées, qu'on retrouve là. Donc forcément, il y a une zone de disjonction, le bois n'est plus alimenté, donc il y a une zone qui nécrose. Même chose dans le porte-greffe, on a cette zone ici, les fibres sont coupées, on les retrouve là, donc cette partie-là n'étant pas alimentée, elle nécrose. Donc dans l'Oméga, du fait de la façon de faire la greffe, on a forcément des zones de nécrose. Pour emboîter le greffon dans le porte-greffe, réussir à emboîter le greffon dans le porte-greffe, il faut avoir un petit peu de jeu, sinon ça ne va pas rentrer, ça ne va pas glisser. Donc c'est une greffe par emboîtement qui a un petit peu de jeu. Donc tout ça fait que régulièrement on a des nécroses à l'intérieur. J'ai récupéré des greffes anglaises pour les analyser, et les premières greffes anglaises que j'ai récupérées, c'est des vignerons de notre région qui étaient persuadés que la greffe anglaise était meilleure, qui ont demandé à leurs pépiniéristes de leur refaire des greffes anglaises. Pépiniéristes qui ne maîtrisaient plus la greffe anglaise, qui n'avaient pas envie de le faire. Le vigneron insistant tellement, il a quand même fait ses greffes anglaises. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas photo, de loin, entre la greffe anglaise et l'Oméga. La meilleure, c'était l'Oméga. Alors je suis allé voir chez les pépiniéristes, et aller voir faire les greffes anglaises, on comprend pourquoi l'Oméga était meilleure. Il la maîtrisait plus du tout. Et une fois que la greffe était faite, on voyait le jour à travers. Donc c'était des greffes de très très mauvaise qualité. Il y a très probablement une différence, je pense, qu'entre une très bonne anglaise et une très bonne Oméga. La très bonne anglaise sera légèrement supérieure. Mais avant tout, il faut avoir une greffe qui soit très bien faite. Oui, parce que dans les machines à greffer à l'anglaise, il y a deux sortes.
il y a ce qu'on appelle la simple, c'est-à-dire avec juste 2 lames. Alors il faut faire une première fois le porte-greffe et une seconde fois le greffon. Donc c'est toujours le même système, on a moins de rendement à l'heure. Ou alors, mais on est sûr que l'angle de coupe de l'un et de l'autre est exactement le même, puisque ce sont les 2 mêmes lames. Alors qu'il y a la machine qu'on appelle en système vieux, en double, ce sont 4 lames. Et là, comme vient de le dire François, c'est un travail de réglage et d'affûtage qui peut être cauchemardesque. J'ai vu passer des fois des heures, j'ai vu des fois prendre une machine qui était mal réglée, tu changes la lame ou tu la règles en moins d'un quart d'heure, c'est nickel. Et des fois, 2 heures après, tu quittes la table parce qu'autrement, tu dis on va foutre un coup de marteau dessus, t'es hors de toi, et puis ça n'a toujours pas marché. Mais quand c'est bien réglé, on peut réaliser des greffes anglaises avec une machine à 4 lames, une machine double, que vous la mettez derrière une ampoule, vous voyez pas le jour à travers, vous n'avez pas un ray de lumière qui passe. C'est du contact impeccable. Mais encore faut-il avoir la patience de la régler, et faut-il avoir aussi la compétence. Et il faut avoir des lames qui sont l'angle entre le plat et le biseau de coupe, c'est de 13 à 17 degrés d'angle. On peut pas faire autrement. Mais bon, c'est pas toutes les machines qui sont réglées comme ça. Et autrement, celle de droite, la nouvelle machine italienne, qui est pour le moment hyper protégée par un brevet, ça me semble tout à fait intéressant à plusieurs titres. C'est qu'on a une surface de contact qui est bien supérieure à l'oméga et même à l'anglaise. Et deuxièmement, comme il y a tout ce système de tenons et de mortaises, ce découpage, on ne peut réaliser de greffe qu'avec des bois d'une belle section et d'une belle texture. Si vous avez les deux éléments qui sont complètement mous, complètement moelleux, complètement HS, vous n'arriverez pas à faire de greffe comme ça, ce sera réglé. Ça vous condamne à n'utiliser que des porte-greffes et des greffons de belle qualité. Et après, par contre, ça n'a aucune incidence sur la cadence. Parce que je voyais un article sur Internet sur cette machine, ça s'appelle Celerina Plus. On annonce là aussi un rendement de 8000 greffes par jour. Alors, soit les gens, ils sont postés, ils font les 2,8, ou alors ça relève du numéro de cirque, ou alors de l'exploitation humaine. Donc ce sont des mini-chaînes de tronçonneuses qui font les créneaux. Pour en avoir dépecé pas mal, donc je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Guy, et globalement, c'est une greffe qui paraît avoir quelques intérêts. Il y a un petit défaut, c'est que le créneau du milieu du porte-greffe ici est systématiquement nécrosé. Donc dans toutes les greffes que j'ai décomposées, ce créneau est nécrosé, n'étant pas alimenté. Donc on a quand même une zone nécrotique à l'intérieur de la plante qu'on ne peut pas éviter. Une fois le greffage réalisé, les plants sont paraffinés. Premier paraffinage qui est réalisé par la grande majorité des pépiniéristes, qui n'est pas forcément indispensable. Guy me dira peut-être le contraire. Souvent, les pépiniéristes font un hormonage sur ce premier paraffinage, hormones pour favoriser le cal de soudure, pour stimuler le cal de soudure. Hormonage qui, pour le coup, là, n'est vraiment pas indispensable, et de plus en plus de pépiniéristes s'en passent très bien. Alors sur le paraffinage, j'ai fait des essais comparatifs. Un petit lot avec ce genre de cire du commerce et un autre à la cire d'abeille. Enfin, pas n'importe quelle cire d'abeille, la cire d'abeille de la Sansonnière.
Donc, ça devait être des abeilles corses, c'est pour ça que c'était plus coriace. Et je dois dire que le résultat, redevenons sérieux, le résultat final au triage, au pourcentage de soudure réussie, était exactement les mêmes. Non, mais ça veut dire c'est pas la peine. Ceux qui peuvent trouver de la. Par contre, dans l'esprit, dans la démarche de la biodynamie, pour moi, c'est plus malin de protéger de sa greffe de la dessiccation avec de la cire d'abeille qu'avec des machins hormonés issus en plus la cire de l'industrie pétrolière. Et en plus, il faut savoir que la majeure partie des incendies dans les ateliers de greffage industriels viennent par les paraffineuses. Parce que cette paraffine-là, si le thermostat déconne, pas très haut, à 100, je crois que c'est entre 120 et 125, ça devient auto-inflammable. Alors, comme en général, il y a une inertie énorme, il le laisse en régulation la nuit. Si le thermostat se bloque, le lendemain matin ou à 4 heures, c'est les pompiers. Hein. Ça, c'est à peu près sûr. Tandis que la cire d'abeille a un point de fusion inférieur, elle n'est pas auto-inflammable. Et donc, ayant un point de fusion inférieur, elle est moins agressive pour le cambium et pour les éventuelles plaies de taille. Mais je pense que le paraffinage, enfin même la protection à la cire d'abeille, c'est très bien, parce que l'ennemi d'une greffe, c'est la dessiccation. Il faut faire très attention, même quand on stocke ces greffons et ces porte-greffes, il faut, comme l'a dit François, il faut absolument les immerger pendant 48 heures avant d'intervenir, mais avant, encore faut-il qu'avant, ils ne soient pas desséchés. Parce que si vous mettez du sarment à barbecue pendant 48 heures, il ne va pas être plus vivant après 48 heures qu'avant. Hein. Je savais que j'avais bien fait d'intervenir avec Guy. Donc ensuite, ces greffons sont mis dans des caisses, sont éventuellement disposés au frigo en attente pendant quelques jours, quelques semaines, avant d'entrer en période de chauffe. On les met ensuite donc en période de chauffe, en stratification, dans des pièces à 28 degrés à peu près, pendant 8 à 15 jours. Et là, c'est une période où le pépiniériste va surveiller ses greffes, même plus que vous surveillez votre vin en fermentation. Idéalement, il faudrait presque aller visiter chacune des caisses 2 fois par jour. En tout cas, les caisses qui vont vite, il faudrait presque aller les visiter 2 fois par jour. Et là, pendant cette période-là, à cette température-là, et une humidité vraiment constante, très très importante, le cal de soudure va se faire. Le cambium du greffon et du porte-greffe vont se multiplier, vont se développer, entrer en contact et créer une soudure. Pendant ce temps-là, le greffon va débourrer. Et si on les sort de caisse, on voit bien donc ce cal de soudure qui se fabrique. Alors, si les greffons ne sont pas laissés assez longtemps en stratification, le cal n'a pas le temps de se faire correctement. Et à cette période-là, il ne supporte pas les chocs thermiques. Vous le remettez à 10 degrés, c'est un massacre. Rapidement, en quelques heures. Si vous le laissez trop longtemps en stratification, le cal va continuer à se développer, faire des cales énormes. Pour ceux qui sont du Sud et qui utilisent le porte-greffe RU140, par exemple, c'est un porte-greffe qui a tendance à faire des trop gros cales. Si vous le laissez un peu trop longtemps en stratification, c'est une catastrophe. Et même si vous les laissez très très longtemps, ils vont tellement se développer qu'ils vont aller se coller entre eux. Et après, vous avez un bloc de greffe. Donc une caisse, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1500 greffes, quelque chose comme ça. Ça dépend de la caisse, mais souvent... la caisse. Mais bon... La plupart des pépiniéristes sont... Sérieusement, reviendons à l'image d'avant, là. Oui, parce que vous voyez, là, ils sont empilés sur une caisse étanche. Ça, pour moi, c'est uniquement pour les gens, les industriels qui maîtrisent la stratification à l'eau courante. Et autrement, pour le commun des mortels, il faut prévoir des caisses percées au fond, ce qui vous permet de mettre de la tourbe, d'arroser et de la faire descendre pour qu'il n'y ait pas d'air. Et ça permet surtout qu'il n'y a pas d'eau qui dorme au pied, parce que ça asphyxie la couronne du bas, là, qui sera la partie où se génère la couronne de racines.
Donc, il ne faut pas que ça sèche, mais il ne faut pas que ça reste à croupir dans de l'eau stagnante. Voilà. Dans la stratification à l'eau, souvent les pépiniéristes, en fin de période de stratification, vont rajouter une eau hormonée avec d'autres types d'hormones qui vont stimuler la croissance racinaire. Alors, sur certains porte-greffes, ces hormones sont pour moi totalement inutiles. Des porte-greffes comme le 3309 qui racinent très facilement. Après, il y a des porte-greffes plus capricieux, comme le 41B par exemple, qui émettent plus difficilement leurs racines, le 161-49, où j'affirmerai pas qu'on peut se passer de manière totale de ces hormones. Peut-être que tu as un avis plus tranché. Oui, moi je suis contre l'hormonage. Mais par contre, ce qui peut très bien se faire, moi je le fais régulièrement, c'est au moment de la plantation, de praliner les 2 ou 3 cm du bas de la greffe avec de la bouse et de la 500 préparée, de la 500. Là, ça reste là aussi dans l'esprit de la biodynamie et ça vaut toutes les hormones synthétiques. Et on a naturellement dans la bouse de vache des hormones qui stimulent la croissance racinaire. On décaisse une fois que la stratification est finie. On reparaffine une deuxième fois. Paraffinage qui, là, à mon sens, est indispensable, sauf à buter les greffes en pépinière. On remet en caisse éventuellement pour remettre au frigo en attendant que les conditions météo soient bonnes pour mettre en pépinière. Alors les pépinières, il y a plein de façons de la gérer. Sous paillage plastique, en désherbant total, avec des sprinklers pour irriguer. Sans paillage plastique, sans désherbant. Certains le font, c'est possible. Certains utilisent des fertilisations chimiques, d'autres des fertilisations organiques. Certains travaillent leur terrain de façon biodynamique, des gens comme Lilian Berillon, et ne fertilisent pas le terrain au moment de la plantation. Il y a des densités de plantation très très variables. En moyenne, la grosse majorité des pépiniéristes sont à des densités d'un peu plus de 300 000 plants par hectare. Alors on parle souvent au mètre, encore une fois, donc on va être sur le rang à 18 à 22 plants au mètre. Certains travaillent avec des densités beaucoup plus faibles. En Allemagne, on travaille avec des densités beaucoup plus faibles que ça. Mais plus la densité est faible, plus il faut une surface importante. On a normalement un retour sur le même terrain, ce terrain-là qui est utilisé cette année. Le pépiniériste n'a pas le droit de remettre de pépinière dessus pendant un certain temps. À une époque, si je ne dis pas de bêtises, c'était 8 ans, c'est passé à 6, c'est passé à 4. Oui, mais l'administration tolère un assolement, une rotation plus courte, mais à condition de désinfecter les sols avec des matières actives qui sont complètement incompatibles avec la biodynamie. Et moi, je serais plus d'avis, surtout quand on en fait uniquement pour soi, on a bien quand même un petit lopin pour trouver de la place. 15 plants au mètre et 70 à 80 cm entre les rangs. C'est une bonne densité pour avoir de l'air, de nourriture, tout ce qu'il faut pour avoir un plan costaud. Mais il y a une chose qui a été dite ce matin, puis c'est notre collègue chercheur allemand. Pour faire de la pépinière, il faut quand même un terrain fertile, mais trop c'est trop, parce que si il s'est habitué à croître dans de la super terre, quand il va se retrouver l'été suivant sur un coteau plus ou moins aride, ça va lui faire une drôle de transition. Comme le Parisien qui est comme un cachet d'aspirine qui se retrouve sur la plage de la Baule, la première journée, ça lui fait drôle. Alors, on voit ici qu'avec une telle densité de feuillage et un arrosage par le dessus, on crée une aspersion, on a une pression parasitaire, une pression mildiou qui est intense, très très intense. Or, le cal de soudure, on l'a vu tout à l'heure, au départ, notre cal de soudure ici, il est blanc, il verdit, donc il est chlorophyllien, il est comme une feuille, il est aussi sensible au mildiou qu'une feuille. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, une bonne petite pression mildiou ici
une spore de mildiou qui se développe sur votre cale est mort. En pépinière, une des clés de la réussite, c'est vraiment d'avoir des pépinières absolument le plus possible indemnes de mildiou. En tout cas, l'attaque de mildiou doit être modérée et le plus tardif possible pour éviter d'attaquer ces cales de soudure. Si on arrose avec des sprinklers et qu'on a des très grosses densités, on doit traiter beaucoup. Et en biodynamie ou avec du cuivre, on n'arrive pas à maintenir les plants les années compliquées. Donc on est obligé, si on veut les faire de manière plus raisonnée, d'aérer les plants, de mettre moins de densité hectare et d'arroser plutôt au goutte à goutte. Chose que nous, on imposera dans nos cahiers des charges. Il y a une autre façon de faire les plants. Plutôt que de les mettre en pépinière, on les met directement en pot, en serre, pendant 3 à 6 semaines, et les plants sont forcés dans leur pot. Alors moi, ça me dérange beaucoup, ces plants en pot, pour plusieurs raisons. Si au moment de l'arrachage, vous voyez à quoi ressemble un plant en pépinière, vous voyez les plants que vous recevez, les plants traditionnels. On a un système racinaire bien développé sur un gros volume. Ce qui vous est livré, c'est à peine la moitié de ce que le plant a produit en volume racinaire. Le pépiniériste les coupe un peu pour pouvoir les rentrer dans le sac plastique, mais c'est vraiment des volumes impressionnants dans une pépinière bien faite, bien préparée. En pot, ils sont dans ce petit machin là, un petit pot de 9 cm sur 9. Donc le système racinaire est 10 à 15 fois moins fort. Le plant pousse beaucoup moins et beaucoup moins fort. Et au final, on ne peut pas trier le plant, tester la qualité de la soudure comme on peut le faire avec un plant traditionnel. Chose que je vais vous montrer dans 2 minutes. Alors, les plants en pot vont soit être laissés 3 à 6 semaines en serre, sortis de serre et livrés au printemps. Et il va s'en faire énormément cette année, puisqu'il y a une très très grosse demande au niveau de la pépinière et les pépiniéristes ne peuvent pas fournir, ils n'ont pas assez de plants. Donc il y a beaucoup de vignerons qui veulent absolument planter au printemps. Donc c'est des plants qui sont en train d'être greffés maintenant, qui vous seront livrés dans 2 mois. Là, le cal de soudure est encore vert, végétal. Ça veut dire qu'il faut absolument les irriguer, les arroser si le temps est sec, sinon vous les perdez. Il faut absolument être très très vigilant sur le mildiou. Ce n'est pas votre travail, vous n'avez pas le temps. Ou alors faites une pépinière et élevez-les en pépinière. Planter ça dans une parcelle, pour moi, c'est juste débile. Alors ça peut bien se passer, ça peut très bien se passer, mais c'est beaucoup trop risqué. La plupart du temps, les pépiniéristes les gardent chez eux et vous les livrent à l'automne. Alors l'avantage par rapport à un traditionnel, c'est que le traditionnel, il faut attendre la chute des feuilles pour les arracher et pouvoir les récupérer, rarement avant le 15 novembre pour vous. Le plant en pot, vous pouvez le récupérer dès le 15 octobre. Donc ça vous permet de les récupérer plus rapidement. C'est le seul avantage. Mais il a tellement d'inconvénients dans le sens où on ne peut pas contrôler la qualité du plant que c'est des plants que je vous décommande fortement. Les seuls plants en pot que j'accepte, moi, personnellement, c'est des plants traditionnels qui ont été élevés de manière traditionnelle en pépinière et qui ont été remis en pot, donc qui ont 1 an de plus, dans des gros pots d'1 litre. Alors, c'est pas parce que le plant est dans un pot d'1 litre que c'est un plant de 2 ans, parce qu'on peut mettre aussi des plants de l'année dans un pot d'1 litre. Mais il faut bien des plants en pot d'1 litre de 2 ans. C'est les seuls plants en pot que moi, personnellement, je tolère. Oui, pour conclure, tout à fait dans le même sens, la technique de production des plants en pot est en fait le meilleur moyen pour les pépiniéristes d'ajuster l'offre à la demande. C'est-à-dire que vous pouvez vous récupérer en quelques semaines. Parce que c'est quand même assez délicat pour un pépiniériste. Là encore, je ne veux pas être leur avocat, mais malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de variétés de porte-greffes recommandées, malgré qu'il n'y ait pas suffisamment de nombre de clones dans chaque vinifera, mais il n'en reste pas moins que ça vous fait quand même un nombre incroyable d'assemblages possibles. Et c'est très désagréable quand vous en avez 200 000 sur les bras d'un assemblage qui ne trouve pas preneur et qui éventuellement finissent au feu. Ça s'est vu. Alors, et en plus, cette année, il y a une forte demande qui s'explique en partie pour la France par les subventions, par les aides à la plantation. Qui ne vont pas être reconduites à l'infini. Alors en ce moment, il y a une fenêtre, il y a un créneau pour toucher les aides. Tout le monde se précipite et il faut que la production des greffes et soudés suive. Et en plus, il y a le marché mondial, parce que malgré toutes ces imperfections, la France garde l'image
du pays à tradition viticole offrant la meilleure garantie sanitaire et la meilleure qualité des plants sur le marché mondial. Deux petites apartés. Je réinsiste comme Guy, parce que là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'avoir un discours à charge contre la filière pépinière. Pour moi, c'est vraiment pas le cas. Je pourrais faire exactement le même discours sur la filière viticole et même œnologique, si vous voulez. Le but, c'est pas de dire les pépiniéristes travaillent mal, mais simplement, dans la filière pépinière, il y a des tas de techniques dans le process qui peuvent être bien ou mal faites. Il y a beaucoup de pépiniéristes sérieux qui essaient de travailler bien, qui font au mieux, qui parfois sont obligés d'entrer dans certains vices qu'on a détaillés là pour essayer de répondre à des marchés, parce que s'il a un 30 et son copain a un 25 et que vous prenez systématiquement les greffes à 1,25 €, bah, au bout d'un moment, il n'a pas le choix s'il veut vendre. Un peu comme vous, si vous essayez de travailler de votre manière, mais qu'on ne veut pas vous acheter votre vin à plus de 3 € la bouteille, bah, au bout d'un moment, ça va coincer. Deuxième petit aparté, par rapport à ce qu'a dit Guy là, sur les aides, et je vais essayer d'être calme, parce que je vais m'agacer comme Pierre tout à l'heure avec les boîtes à musique sur LSK. Ces fameuses aides, elles ne sont pas données sur les sélections massales. Et ça, moi, ça m'horrifie. On donne des aides, on donne des autres sur des sélections clonales, et ces aides peuvent monter à près de 10 000 € hectare, donc c'est loin d'être négligeable. Il y a des vignerons qui aimeraient planter des sélections massales. Bah, si tu veux tes 10 000 €, tu plantes des clones ou rien du tout. Et ça, c'est inadmissible. Et j'en dis pas plus parce que je vais m'énerver. Alors, une fois, donc on revient sur des plants faits en pépinière. Le pépiniériste va les entretenir, les irriguer, les traiter, les rogner, pour en faire des plants de la meilleure qualité possible. Et il va les laisser en pépinière jusqu'à la chute des feuilles. Et idéalement, il va attendre pour arracher sa pépinière que les feuilles soient bien tombées, que l'ahoutement soit bien fini, que le plant soit bien entré en dormance. On peut discuter sur les jours d'arrachage de pépinière, un peu comme les jours de vendange. C'est pas toujours évident pour les pépiniéristes. Ils sont très dépendants des conditions climatiques à une période 15 novembre, 15 décembre où on fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a des lots de ce type-là qui sont très bien réussis et légalement, un pépiniériste n'a le droit de vous livrer une greffe que si elle a fait 1 ou 2 pouces outés sur au moins 20 cm. Ça, c'est dans la réglementation. Il y a des lots beaucoup moins bien réussis. Vous voyez, ça, c'est un lot raté. D'après le pépiniériste, sur cette photo-là, c'était un problème de qualité de greffons au départ. Greffons qui n'étaient pas sains, qui ont séché à la conservation. Et on a beau les réhydrater. J'aurais du mal à reprendre l'expression de Guy, mais avec des sarments à barbecue, vous avez beau les réhydrater autant que vous voulez, ça donne ça. Donc là, on voit des greffes qui n'ont pas pris. On voit une greffe qui a pris, mais qui a poussé sur 10 cm et qui a outé sur 3 cm. Une autre, pareil, qui a poussé sur à peine 20 cm, mais qui a outé sur 2 cm. Tout ça, vous êtes à peu près sûr que c'est des greffes qui ne valent rien et qui ne peuvent pas être livrées. Puis quelques jolies greffes. Alors malheureusement, les pépiniéristes, c'est comme vous, ils ont beau faire tout leur possible pour avoir des lots de bonne qualité, de temps en temps, il y a un échec. La période de l'arrachage, souvent, se fait mécaniquement, avec des machines qui sont souvent un peu trafiquées ou adaptées. Ça, c'est une machine allemande, d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un volume de racines qui est vraiment impressionnant sur une greffe en pépinière, quand c'est bien fait. Vient l'étape du tri. Et au niveau de l'étape du tri, il faut être très, très vigilant. Là, on a 2 greffes. À droite, une greffe qui, visuellement, pour moi, est très bien soudée, avec un cal de soudure qui n'est pas du tout... À gauche, là où il y a le cercle rouge. J'étais comme ça, donc à droite. Donc, une greffe qui, visuellement, pour moi, est très jolie, avec une bonne continuité des vaisseaux entre le greffon et le porte-greffe. Pas du tout un gros cal de soudure, une grosse boursouflure qui n'est pas utile. À droite, une greffe qui est beaucoup moins jolie, où là, on voit que visuellement, on n'a pas du tout de continuité entre les vaisseaux du greffon et du porte-greffe. Donc, greffe à défaut. Cette greffe de droite, si on la teste, elle casse, elle cède, et on voit qu'il y a toute une partie de la greffe qui n'était pas soudée, donc qui n'était pas... ça, c'est une greffe qui n'est pas commercialisable légalement. Le tri des greffes, c'est une étape très, très, très importante. C'est l'étape finale lors de laquelle le pépiniériste va contrôler si les greffes sont bonnes ou pas. Sur 100 greffes produites, en moyenne, grosse moyenne large, le pépiniériste va réussir à faire 50 greffes de bonne qualité.
Il y en a quelques-unes qui vont mourir pendant tous les process qu'on a expliqués précédemment. Et il va en casser 20-30% au tri, lorsque le tri est bien fait. Je vais vous montrer juste une ou deux diapos une ou deux petites vidéos de personnes en train de trier des plans. Et vous allez voir que quand on trie un plan, quand on le fait bien, on trie vraiment un plan. Alors, on prend la greffe et on la plie légèrement, enfin légèrement assez vigoureusement, au niveau du point de greffe, pour vérifier si ce point de greffe tient correctement. Elle vérifie la qualité du système racinaire, et surtout, vous voyez ce geste qu'elle accomplit pour vérifier que la greffe tient au niveau du point de soudure, en la tournant de plusieurs côtés, pour vérifier qu'elle est bien soudée sur toute sa périphérie. Et là, on est sur un excellent lot, parce que vous voyez qu'elle trie quand même assez sévèrement, et il n'y a rien qui casse. Là, c'est un lot où il y avait plus de 80% de réussite. Donc là, vous avez vu qu'elle en a jeté une qui n'avait pas poussé. Et je vais vous montrer une deuxième avec une dame qui trie un peu moins sévèrement, mais correctement tout de même. Où on va voir quand même une greffe qui casse. Parce que c'est quand même bien de voir une greffe qui casse. Hop. Alors quand on met le son, c'est encore plus impressionnant, mais là, la salle est trop grande et on entend vraiment le bois qui craque. C'est juste l'écorce extérieure qui craque. Et je crois que c'est cette greffe-là, quand elle va prendre, elle va céder. Vous voyez, elle est cassée, donc elle la jette. Alors n'hésitez pas, vous, à contrôler vos greffes. Et d'un pépinier, enfin, c'est pas d'un pépiniériste à l'autre, c'est d'un trieur à l'autre. Il y a des gens qui trient très sévèrement, d'autres moins sévèrement. Les pépiniéristes ont du mal à trouver des tailleurs au même titre que vous avez du mal à trouver des ébourgeonneurs. Souvent, ils font appel à des saisonniers. Ils ont leur personnel permanent qui travaille bien. Ils ont des saisonniers qui travaillent plus ou moins bien. Et quand vous recevez vos greffes, vous les recevez par botte de 25. Elles sont ficelées par botte de 25. Il peut y avoir des meilleures bottes que d'autres. Et il peut y avoir des bottes catastrophiques. Et il m'est arrivé sur certains lots, alors encore une fois, je ne fais pas du tout une généralité sur ce que je dis là, mais il m'est arrivé sur certains lots d'avoir plus de 40% des greffes, en les retestant, que j'ai cassées, qui n'auraient pas dû être livrées. Un pépiniériste qui trie sévèrement, je vous dis, il va faire à peu près 50% de réussite. Un pépiniériste qui trie de manière très très light, il va faire 80% de réussite. Il va pouvoir vous vendre 30% de greffes de plus, donc il va pouvoir, pour gagner autant d'argent, les vendre 30% moins cher, quasiment. Donc une greffe pas chère, il ne faut pas vous attendre à avoir un tri vraiment de qualité. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Guy ? Non. Ça a l'air de convenir à Guy. Alors on continue. Donc voilà, c'était principalement moi, ce que je voulais vous dire sur la façon de produire des greffes. Ce qui me semble intéressant, c'est que vous vous réappropriez un peu cette technique qui était une technique qui appartenait aux vignerons il y a encore un siècle, qu'on a progressivement abandonnée parce que vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Certains retournent à l'idée de faire eux-mêmes leurs greffes. Pourquoi pas ? Il y a des gens comme Guy qui les accompagnent d'ailleurs très bien pour faire ça. Sans aller jusque-là, parce que vous n'avez pas forcément le temps, c'est important que vous connaissiez un peu toutes ces étapes-là, que vous preniez conscience de l'intérêt de maîtriser tout ça et que vous ayez des discussions constructives avec vos pépiniéristes. Le but, c'est pas d'aller les harceler en leur disant que c'est des nuls et qu'ils travaillent mal, mais avoir des discussions constructives avec eux pour les aider à avancer dans le même sens que vous. Après, je vais passer sur les plantations. Moi, j'ai un truc à faire. Oui, alors oui parce que... À l'origine, j'étais censé, enfin pour autant que je suis censé, parler des essais qu'on a pu faire ou qu'on pourrait faire ou qu'on devrait faire. Alors, attendez, je reprends mon fil. Oui, alors les recherches en pépinière, comme beaucoup de recherches au niveau de la vigne, c'est un travail ingrat. Et pour tirer des conséquences sérieuses, ça, il faut l'intégrer. C'est un travail ou une observation qui doit perdurer, moi je dirais, entre 5 et 10 ans. 10 ans, c'est bien. Parce que on n'a pas tellement le droit à l'erreur. Par exemple,
j'ai rien contre les productions légumières, mais si vous vous trompez sur un champ de salade, vous pouvez en faire 3 dans la même année, ça va. Mais si vous vous trompez sur un terroir, vous vous trompez de vinifera, vous vous trompez de porte-greffe, vous plantez des plants qui sont pas solides, ça, vous n'allez pas le payer tout de suite, mais c'est un effet boomerang qui va quand même vous coûter très cher. Alors, qu'est-ce qu'on a... On avait eu l'intervention très intéressante d'Alex Podolski qui nous disait que les maladies en général et les maladies du bois en particulier pouvaient être attribuées à l'affaiblissement de la vigne. Ça, c'était jusque-là très bien. Et qu'une des manières pour lui de régénérer la vigne, c'était de repasser par la germination. Alors, message reçu, la petite équipe qui assistait, on a tous semé nos pépins de raisin, et ça a, ma foi, poussé. Mais pareil, ce qui nous interroge encore aujourd'hui, moi j'ai des semis qui flirtent avec la dizaine d'années, et j'ai jamais vu de grappes. J'ai vu quelques grappillons. Donc économiquement, c'est très dur à gérer, quoi. Enfin, j'ai à dire que c'est du... Là encore, j'ai eu ma tête de Turc pour là, mais c'était des pépins de raisin de Cabernet qui venaient de la Sansonnière. Alors je dis, c'est peut-être qu'ils sont en Corse, ils sont pas trop courageux pour produire, mais c'est pas la seule explication. Alors après, on s'est dit, peut-être, il serait intéressant, et ça, je lance à la cantonade, il serait peut-être intéressant d'en faire et de se servir de ces pousses de semis comme d'un porte-greffe pour faire éventuellement de la greffe en place. Alors la question, c'était, est-ce que un système racinaire régénéré par la germination, issu de semis, est résistante au phylloxéra? Mais là, avant que le phylloxéra ne se déclenche, c'est du 15-20 ans. On reste toujours dans l'expérimentation à long terme. Ça, c'est... Alors, deuxième essai, autre essai, j'ai eu l'occasion de goûter, surtout dans le Chinonnais, le même Cabernet Franc, franc de pied, et greffé, le même terroir, le même millésime, le même vinificateur, le même vigneron. Et à chaque fois, et je ne suis pas le seul, j'ai eu un coup de cœur pour les bouteilles issues de franc de pied. Sauf qu'à terme, les malheureuses vignes, elles ont été bouffées par le phylloxéra. Alors après, j'ai dit, quitte à passer par le porte-greffe qui dénature, j'insiste sur le mot, qui dénature les caractéristiques du cépage vinifera, est-ce qu'on ne pourrait pas atténuer la différence en utilisant des hybrides franco-américains? Il en a été fait allusion ce matin, mais s'en servir comme porte-greffe. Ça, je l'ai fait, et bon, techniquement, ça marche, mais après, j'en ai pas fait dans des conditions de nombre de pieds suffisant pour faire des micro-vinifs, quoi. Mais on sait que j'ai un peu d'expérience, on sait que dans les hybrides franco-américains, comme dans les américo-américains, ou les américains purs, il y a des faibles, il y a des très poussants, des moins poussants, des résistants à la sécheresse et d'autres un peu plus à l'humidité. Alors donc là, il y a une piste de recherche. C'est pareil, chacun peut essayer. Et après, on en parlait aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mutualiser les essais et surtout de mutualiser, de regrouper les résultats à terme pour faire avancer le Spielblick et pour
pour qu'on ne fasse pas 50 fois les mêmes essais, mais qu'on en fasse ne serait-ce que chacun un, mais suffisamment longtemps pour que le résultat soit validable, quoi. Et puis, qu'est-ce qui restait? Tac, tac, tac. Oui, alors après, il y avait j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le côté difficile de faire un partenariat d'essai avec les pouvoirs publics, avec les organismes de tutelle. Ce qui serait intéressant parce que eux, ils ont un budget et ils sont rodés pour faire ça, mais sauf que l'orientation de leurs essais est complètement différente des nôtres. On n'a pas les mêmes valeurs, comme dans les grillettes. Alors, là aussi, j'en parlais tout à l'heure, on s'y essayait, mais pour l'instant, c'est très, il faut jamais baisser pavillon, il faut jamais s'avouer vaincu, mais ils sont un peu longs à décider quand même. Et pour l'instant, ils sont pas pro-biodynamiste, on est peut-être moins leur bête noire qu'on l'a été, mais de là à nous accorder des lignes de crédit substantielles, là encore, s'il y en a qui ont des relations privilégiées avec le ministre de l'Agriculture, faut secouer le prunier. Allez, j'en ai terminé. Je laisse François. Merci Guy. Alors je vais essayer de pas trop durer parce qu'il y a l'apéro et je sais que derrière je vais me faire haïr. On a quand même un ou deux points intéressants dont je voudrais parler. Alors un que j'aborderai pas vraiment parce que Pierre l'aborde de manière bien plus intelligente que moi, mais Dominique l'abordera aussi de manière bien plus intelligente que moi en partie demain. C'est donc tous les soins qu'on va donner à la plantation. Parmi ces soins, la préparation du terrain. Alors pour moi, ça, visuellement, quelques semaines après la plantation, je considère que c'est une plantation réussie, où on a des plants, on a les premières feuilles qui sont un peu rabougries, qui ont une forme vraiment particulière, les premières feuilles des plants. Ensuite, on a ces feuilles vert tendre, les rameaux qui s'allongent avec des entrenœuds qui s'allongent progressivement, les jeunes feuilles d'un vert tendre, les premières vrilles. Quand on voit ces premières vrilles et ces feuilles vert tendre poussantes, on sait que le système racinaire a démarré. Si on arrache ce plan-là, on voit un bon système racinaire de racines de l'année. Et globalement, c'est réussi. Alors, quand on a une plantation régulière comme ça, c'est parfait, on est heureux. Quand on a ça, c'est moins sympa. On a des rangs où ça pousse à peu près bien, et ce rang-là, ça pousse pas du tout. C'est quand même bizarre, pourquoi il y a un rang qui pousse pas du tout? Alors ça, c'est vraiment clairement lié à la préparation du terrain. Et un tassement qui a été fait, un tracteur qui est passé, un bon tracteur bien lourd qui est passé à l'endroit où on a planté. Alors pas de bol, on a planté sur la roue du tracteur, mais statistiquement, ça arrive quand même souvent. Alors souvent, ces plants-là, ils ressemblent à ça. Ils poussent normalement, ils démarrent normalement avec des feuilles un peu vert rabougries, qu'on voyait plus trop tout à l'heure parce que les autres ont pris le dessus. Ça, c'est normal, ces premières feuilles normales. Alors le tour séché, c'est pas normal, mais l'aspect de la feuille au départ est normal. Et moi, je vois souvent des gens qui traitent l'acariose sur les plantes à cause de ça. C'est ridicule, c'est normal. Tant qu'il n'est pas encore parti, il pousse sur ses réserves, il a cet aspect-là. Alors ce qui est gênant sur ce plan-là, c'est que le tour de la feuille a commencé à sécher, l'apex a séché. Donc là, clairement, ce plan-là a un problème. Il a démarré sur ses réserves et les racines ne sont pas capables de faire la transition. Là, on a un plan qui a démarré un peu mieux, il a commencé à pousser, il a commencé à faire ses premières feuilles et l'apex s'est arrêté. Alors c'est un stress, soit encore une fois, gros problème de préparation de terrain, c'est 99% des problèmes, soit problème climatique qui peut arriver au printemps. Un autre plan, pareil, qui a commencé à pousser, mais qui végète, qui fait des petites feuilles, on voit qu'il ne part pas. Et ces plants-là, ces trois plants-là, on les arrache, il n'y a pas ou très peu de racines radicelles de l'année. Donc, préparation du terrain, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer une journée complète. Sur toute la partie biodynamie, il y a tellement de choses à dire intéressantes. Pierre en a abordé beaucoup tout à l'heure. Simplement, il y a des grosses erreurs à éviter. Chez nous, on a certains terrains, on a 15 cm de sol, la roche calcaire en dessous, et si on laboure à 25 cm, on remonte le calcaire, on a des grosses plages de calcaire, et 6-7 ans plus tard, on a des gros ronds qui chlorosent dans la parcelle,
Et le vigneron nous appelle en disant « je ne comprends pas pourquoi ». Et moi, je comprends parce qu'il y a 6-7 ans, j'avais vu ta parcelle. Et les ronds, on peut les dessiner. Hein, je m'amuse à prendre les photos. Je leur remonte les photos quelques années plus tard. C'est les ronds qui chlorosent. Hein. Donc, faites attention à la façon dont vous préparez votre terrain. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Il y a trop de choses à dire. Puis après, voilà, les cas extrêmes des vignobles qui ont trop d'argent. Je parle de chez moi, mais ça se fait ailleurs. Hein. On a un beau terroir, hein, n'est-ce pas? Alors, ça se passe de commentaires presque. Hein. Là, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas forcément la photo, on enlève toute la terre arable sur 40 cm, on met tout ça sur le côté, là on fait des beaux gros tas, on profile le terrain comme ça nous arrange, et après on remet les 40 cm de terre arable. C'est un beau terroir. Alors, pour moi, l'ennemi travaux publics numéro 1 sur la préparation des terrains, c'est la herse rotative. La herse rotative, c'est un outil qui ne devrait jamais rentrer dans une vigne, dans un terrain en préparation. C'est toujours catastrophique. Ça va travailler sur 25-30 cm de profondeur. Ça va vous faire une belle, très belle semelle de labour à 25 cm et c'est là où vous mettez votre talon racinaire. Et très souvent, moi, ça m'arrive d'avoir les plants qui poussent mal, comme on a vu tout à l'heure. Et quand on creuse, au niveau du système racinaire, on a ce genre de choses-là. C'est pas forcément visuel sur une photo, mais déjà, ça pue. Ça pue les égouts. On a des zones bariolées, on voit bien qu'on est dans une zone complètement hydromorphe, c'est complètement compact, il n'y a plus du tout de circulation de l'eau. Donc l'eau s'infiltre et stagne à 25-30 cm de profondeur au niveau du point racinaire. Les racines se développent et pourrissent. Et ces plants-là, 1 mois, 2 mois après la plantation, on les arrache, il y a 0 radicelle. Et on voit même, vous voyez, des moisissures qui commencent à se développer. Chose qu'on voit très classiquement. Alors souvent, là, on appelle le pépiniériste et on lui dit « t'es nul, tu m'as fait n'importe quoi et tes plants, ils ne poussent pas. Qu'est-ce que tu m'as livré ?» Alors les pépiniéristes ont parfois des torts, mais là, très très souvent, le problème il vient de la préparation du terrain. Quand on plante une vigne, et surtout pour des pieds de remplacement, il y a un facteur moi, qui me semble essentiel, c'est de conserver un minimum de racines. Mettre les plants à la boule à zéro, c'est pas terrible, surtout pour des porte-greffes comme le 41B, le 161-49 qui racinent difficilement. Il faudrait laisser au minimum 2-3 cm sur des porte-greffes comme les 3309. Sur des terrains nouveaux, il n'y a pas trop de concurrence, on peut faire ça également sur du 41B. Par contre, sur les porte-greffes à enracinement difficile comme le 41B, il faudrait laisser au minimum 5-6 cm sur les complants. Sachant que ces racines contiennent énormément de réserves, et c'est ces réserves qui vont aider à la mise en route de la pousse de la plante et de la pousse des radicelles. Donc là, on a un essai où on a comparé plants, on a fait des racines courtes. Quand je dis courtes, c'est 4-5 mm. Et là, on a laissé 7-8 cm de racines. Là, c'est la même parcelle, hein, on voit, je me suis un peu baissé, la différence de pouce la première année. Un complant, il a pour moi 1 mois et demi pour faire sa place. Et au bout d'1 mois et demi, le trou que vous avez fait, que vous avez préparé, il va être colonisé, envahi par les pieds d'à côté. Si en 1 mois et demi, il n'a pas été capable de faire sa place, c'est fichu. Donc n'hésitez pas, c'est plus de boulot, c'est sûr, mais n'hésitez pas à laisser au moins 5-6 cm de racines. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire hein, sur la fertilisation spécifique, sur des tas de choses. Je ne vais pas tout aborder, ça serait beaucoup trop long. Je me concentre sur quelques points importants. Et il y a un point important sur lequel, donc, comme vous savez, pour certains d'entre vous, la taille, c'est un petit peu un de mes dadas. Et sur les premières années, je me suis rendu compte qu'on fait souvent des très très grosses erreurs de taille. Je reprends ma belle greffe de tout à l'heure, hein, qui visuellement est belle. Même sur une greffe, entre guillemets, parfaite, elle est déséquilibrée dans le sens où il y a un côté, souvent, qui pousse mieux, un côté qui pousse moins bien, enfin, où la greffe est moins bien soudée. Quand la greffe est mal soudée d'un côté, c'est très souvent du côté opposé à l'œil. Si je m'amuse à couper cette greffe selon mon trait rouge, on s'aperçoit qu'on a en marron là, le greffon qu'on a greffé au départ, et là, on a le nouveau cerne qui a été produit l'année chez le pépiniériste, en pépinière. Et vous voyez que du côté de l'œil, de ce côté-ci, on a un joli cerne, et du côté opposé, on n'a rien. Et on n'a rien parce qu'il n'y a rien qui tire et il n'y a rien qui stimule le cambium. Donc sur une greffe, naturellement, qu'elle soit bien faite ou mal faite, mais même quand elle est bien faite, on a un côté où la sève circule beaucoup mieux que l'autre. De quel côté vous allez faire vos plaies de taille? Ah, du bon côté. Si je m'amuse à couper une greffe dans l'autre sens, on voit que du côté de l'œil, on a une bonne circulation, du côté opposé, c'est pas terrible, voire même ça passe pas. Et même quand ça passe, c'est toujours moins épais. Amusez-vous à le faire, hein. Vous prenez 10, 20, 100 greffes. Celle-là, c'est une greffe très représentative de ce qu'on peut trouver. Du côté, donc là le point de greffe est ici, du côté de l'œil,
on a une bonne circulation. Du côté opposé, soit c'est minime, soit il n'y a rien du tout, parce que ça part dans une impasse. Et de ce côté-ci, donc, on a notre œil, et je dirais même nos yeux, puisque si vous regardez bien, on a deux branches qui sont parties, hein, une ici et une là. À ce stade-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien la limite entre ce qui appartient à la branche de l'année et ce qui appartient au tronc. Le tronc était vert il y a 2 ans, dans notre cas de figure-là. La chlorophylle s'est décomposée, s'est dégradée, il n'y en a plus. La branche était encore verte il y a quelques semaines, quelques mois, donc il reste des résidus de chlorophylle. Et on voit bien la limite ici entre le vert et le jaune. Vous voyez ici à peu près comme ça, hein, la limite entre ce qui appartient à notre branche et ce qui appartient à notre tronc. En général, sur une grève, vous aimez bien garder la branche la plus droite pour former votre pied droit. Donc vous allez garder celle-ci et vous allez faire votre plaie là. Et si vous la faites comme ça, c'est catastrophique. Vous avez un côté qui ne circule pas, un côté où vous massacrez tout. Et ça arrive très souvent. Ça, c'est un plan qui a 3 ans et qui, à 3 ans, exprime de l'ESCA. J'en ai coupé des dizaines, des centaines, j'en sais rien, je ne les ai jamais comptés. À chaque fois, j'ai retrouvé le même profil. Vous voyez ce petit téton qu'on a ici, on le retrouve là. Et après, notre pied se développe à partir de là, hein, fait un plan là. Donc on retrouve notre téton, notre côté qui ne circule pas, notre côté qui circule bien. Donc le côté qui ne circule pas bien, une plaie de taille qui a été faite de ce côté-là, probablement par le pépiniériste, la première année. Vous avez vu qu'il teste et il taille. Hein. Donc sensibilisez-les également à ça. Et une magnifique plaie de taille faite par le vigneron. Au final, le plan est étranglé, sachant que la sève passe pas au milieu, mais passe sur les côtés. Ça passe plus. Et le pied a de l'ESCA à 3 ans. À chaque fois que j'ai coupé des greffes qui avaient de l'ESCA à moins de 8-9 ans, à chaque fois, j'ai retrouvé ce phénomène-là. Quand vous avez des complants qui ne poussent pas, qui à 7-8 ans continuent à ne pas pousser, amusez-vous à les couper comme ça, vous verrez, ils sont dans cet état-là. Et ne vous dites pas, ah ouais, mais je ne vais pas l'arracher, il a déjà 7-8 ans. Non, parce que plus vous allez le conserver, plus il va vous coûter d'argent. Et il ne vous rapportera jamais rien, ce plan-là. Donc n'hésitez pas à arracher-les, fendez-les comme ça fera une bonne expérience. Ça veut dire que la première année, quand vous plantez un plant, en général, vous ne les bourgeonnez pas, il va vous faire 2, 3, 4 pouces. Je me suis amusé à en mettre 4 pour en avoir plein partout, pour avoir de quoi discuter. Hein. Si on considère qu'on a notre petit téton, donc le côté qui pousse moins bien, si jamais une branche pousse ici, très souvent, elle n'est pas belle. Donc très souvent, on a tendance à ne pas la garder. Si elle est belle, il ne faut surtout pas la garder. Alors souvent, je vous dis, dans 39 pieds sur 40, vous n'allez pas le garder parce que déjà, soit elle ne va pas être là, soit elle va vraiment pas être belle. Mais il y a 1 pied sur 40 où elle peut être belle et vous avez envie de la garder, il ne faut surtout pas le faire. Ensuite, on peut avoir, donc ça c'est ce que nous avait laissé le pépiniériste, sur lequel on a eu 2 pouces dans mon cas de figure, on peut avoir des rejets un peu plus bas. Ce rejet un peu plus bas, si vous avez bien compris, c'est celui qui est le mieux alimenté. Mais ce n'est pas forcément celui qu'on a envie de garder parce qu'il peut être un peu trop bas, parce qu'il peut être en coude. Alors, si on peut, moi je n'hésite pas à le garder. Si on ne peut pas, on l'élimine, mais en l'éliminant, on fait très 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 attention à ne pas mutiler et ne pas aller rogner dans le blanc du pied. Tailler à blanc, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment tailler dans le vert. Pas hésiter à laisser un petit chicot. Ça fera de l'ébourgeonnage, mais au moins on est sûr de ne pas aller mutiler notre cep. Ce qu'on fait de plus en plus chez nous, c'est dès la première année, du côté bien placé, on garde une seule branche. Ça vous fait peur souvent parce que vous avez peur que si elle casse, il n'y a plus rien. Très très souvent, ça tient, il n'y a pas de souci. En tout cas, dans nos configurations, dans notre région, avec nos cépages, on n'a pas de problème. Je m'amuserais moins à côte-rôtie sur de la Syrah, par exemple. Et encore que certains vignerons le font avec succès. À vous de voir. Alors pour terminer, on va s'entraîner un peu ensemble sur des cas concrets. Et puis après, on ira boire l'apéro. Si vous avez bien compris ce que j'ai raconté là, on a ici notre côté qui circule moins bien. Donc la meilleure branche, c'est celle de droite. Alors vous allez dire, oui, mais l'autre est plus droite. Si vous prenez la branche de droite, donc que j'ai représentée avec une flèche verte, et que vous l'attachez, dans 4-5 ans, je vous mets au défi de trouver le pied plus droit ou plus tordu que si vous aviez pris l'autre. Par contre, vous avez pris la branche qui est dans le bon flux. Et ce n'est pas un hasard, vous voyez bien que cette branche a un meilleur diamètre. Elle a été mieux alimentée. Et c'est très très souvent le cas. Donc à la limite, si vous ne voulez pas regarder où sont les bons flux, si vous regardez les branches au meilleur diamètre, elles sont à 99% des cas situées dans le bon flux. Autre petit exemple, très parlant encore une fois, vous voyez bien qu'il y a notre mauvais côté, la branche qui est dans le bon flux, qui est beaucoup plus développée, la branche qui est droite, qu'on a bien envie de garder, mais c'est une erreur qu'il faut éviter de faire. Un autre petit exemple, on va dire un peu plus compliqué. Alors, à gauche et à droite, c'est le même cep.
si vous arrivez à bien visualiser, cette branche-ci, c'est celle-là. Cette branche-là, c'est celle-là. Cette branche-ci, c'est celle-là. Et cette branche-là, c'est celle-ci. Alors, on voit qu'on a notre mauvais côté. Donc, on a un côté qui circule mieux là. Donc, globalement, entre ces deux-là, bah, celle-ci, moi, elle ne me plaît pas. Je ne la garde pas. Parce que non seulement je garde celle qui est dans le mauvais flux, mais en plus, je fais une plaie dans le bon flux. Celle-ci, elle est mal outée. Je ne sais pas si vous voyez, elle a outé que jusque-là. Après, elle a noirci, elle n'est pas outée. Donc, on ne va pas la garder non plus. Et entre les deux autres, si vous regardez bien, globalement, par rapport à notre mauvais flux, c'est tout ce qui est de ce côté-ci. Et celle-ci et celle-là sont plus ou moins du bon côté. Donc, on peut éventuellement garder les deux. Enfin, une des deux. Moi, j'aurais tendance quand même à privilégier celle-ci qui est plus belle et qui est un peu plus dans le bon flux. Alors souvent, ça peut vous embêter en disant « Ouais, mais elle est tordue, on en avait une belle droite là, alors que celle-ci est tordue. » Si vous la coupez là, vous aurez forcément un départ là qui va repousser bien droit, et votre branche, au final, votre pied sera droit. Il n'y a aucun souci. Et puis après, il y a des cas un peu embêtants, comme celui-ci, où pour le coup, là, la branche qui est vraiment bien placée, là, elle est vraiment tordue. Alors encore une fois, moi, ça ne me dérange absolument pas de la prendre, parce qu'avec cette branche-là, si je la taille ici, j'aurai cet œil-là qui va repousser droit, et mon pied sera droit au final. Si vraiment ça vous embête, donc il y a les deux branches de derrière qui ne nous intéressent pas, hein, si vous les visualisez bien, qui sont moins belles. Éventuellement, vous pouvez prendre celle-ci si vraiment celle-là vous la trouvez trop tordue, mais dans ce cas-là, vous faites très 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 attention à ne pas faire une plaie de taille mutilante. Sachant que je vous dis, moi je n'aurais pas hésité à prendre la orange. Et on a des pieds où on a notre mauvais côté, et du bon côté, on a deux branches qui sont parties parallèles. Hein. Si, par rapport à mon micro, le côté bon, ici, on a deux branches comme ça, donc les deux sont dans le bon flux. Bah là, vous prenez celle que vous voulez, les deux sont bonnes. Ce qui fait que, quand je m'amuse à regarder un vigneron qui taille une vigne comme ça, sans avoir conscience de tout ça, il va bien tailler. Alors, ça dépend des régions. Il y a des régions où on veut vraiment la branche droite. Là, dans ces régions-là, on taille bien 1 pied sur 4. Chez nous, on taille bien 2 pieds sur 3. Mais on en massacre quand même 1 pied sur 3. Et on commence à préparer les problèmes, notamment les problèmes de maladie du bois. L'année suivante, si on a taillé de manière un peu trop restrictive sur des vignes un peu trop vigoureuses, on a des choses un peu trop vigoureuses, à mon sens ça c'est trop vigoureux. La façon de voir la partie qui pousse bien, la partie qui pousse mal est un peu plus compliquée, mais souvent en deuxième année on voit ce petit téton, il reste la cire qui reste accrochée. Et on voit bien qu'on a un meilleur flux et un moins bon. Donc là, encore une fois, il faut prendre celle-ci, hop, prendre celle-ci. Si j'avais coupé celle-là, je me serais retrouvé dans le cas de figure de mon pied d'esca de 3 ans avec la grosse plaie qu'on avait faite. C'était un pied exactement comme celui-ci, on avait coupé celle-là pour garder celle-ci. Là, si vous prenez celle-ci et que vous coupez celle-là, il y a de très gros risques que dans les 2-3 ans, votre pied exprime de l'esca sur des cépages très sensibles comme le Sauvignon. Alors, ça c'est un cas intéressant. Le vigneron s'était trompé, entre guillemets, la première année, et il a pris la branche la plus droite, qu'il a taillée à 2 yeux. Le pied a dit « je ne suis pas d'accord ». Là, ça ne me va pas, ça ne pousse pas bien. Par contre, ici, ça pousse bien. Alors, comme il n'avait pas taillé trop ras, il n'avait pas mutilé, bah, du coup, il y a une branche qui est repartie. Vous voyez la force qu'elle a par rapport aux deux autres. Le pied a envie de pousser par là parce que c'est là que ça pousse. Donc là, bah, il y a moyen de rectifier, de dire « bon, ok, je me suis trompé l'année dernière, je m'excuse, j'élimine ça et je repars avec ça ». En le redressant, encore une fois, votre pied, dans 10 ans, il sera parfaitement droit, il n'y aura aucun souci. Mais on part surtout avec celle-là. Si vous supprimez cette branche-là, vous faites un gros massacre. Allez, 2 petites dernières et puis on va boire l'apéro. On voit le mauvais côté ici. On a cette branche-là qui est bien. Et on a les cas très embêtants, où pour le coup, c'est l'année où on va, vu la vigueur, on va essayer de former notre tronc, on va monter au fil. Voilà, moi, j'ai pas trop envie de monter avec ça quand même. Genre bec de canard, c'est pas mal. Donc on va éviter. Bah, dans ce cas-là, tant pis. Hein. Celle-là, elle me plaît pas trop. Moi, je vais plutôt partir avec celle-ci. Je sais que c'est pas terrible. J'aurais pu l'anticiper en taillant mieux l'année précédente, et notamment en gérant les yeux sur le courson l'année précédente, mais on parlera des yeux une autre fois, on boira l'apéro dans 5 minutes. Donc là, vous avez 2 choix. Hein. Surtout, on prend celle-là. Soit on prend celle-ci, qui est quand même droite, pour former un pied droit, et on fait très très attention. Soit vous essayez de partir avec celle-là, mais vous partez avec un pied tordu. J'en ai fini.